On repart donc les amis, on repart avec Amazon, alors Vincent Maillet. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors moi j'ai noté directeur général de H-Commerce, Ouais, voilà. Filiale d'Havas, c'est ça Exactement. Voilà, filiale d'Havas. International en fait. Disons International. que je suis en train de développer, enfin ça fait 3 ans déjà, une structure qui est ouverte dans 7 pays déjà, dont le but est d'acculturer le réseau sur toutes les transformations du commerce dans le monde. Ah mais génial. Génial, je sais pas, c'est un vaste Ben, boulot. Mais non, mais c'est une œuvre oui, c'est assez sympa. d'importance capitale. Ouais. Parce que justement, c'est ça le sujet. Ah ben c'est génial. Ouais. Parce que c'est ça le sujet. Le sujet, c'est pas Bien sûr. feu sur Amazon. Le sujet, c'est mais les mecs, il faut vous y mettre. Bah, c'est un peu la raison du livre. Et j'ai pas compris le titre parce que je l'ai lu, et j'ai pas compris pourquoi. Parce que main basse sur le futur, vous vous dites oh putain, ça va être encore un gars qui va nous dire Amazon, c'est l'enfer. Pas du tout. Non. Vous expliquez, vous décryptez le sujet avec beaucoup d'objectivité. Oui. Quand je dis main basse sur le futur, ce qui est intéressant, et ce que j'essaie de faire passer à tous mes clients et à tous les distributeurs, voire tous les chefs d'entreprise de France, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez Elon Musk, Jeff Bezos, sont des gens qui ont réussi d'un point de vue opérationnel, par plein d'aspects. Mais ils ont aussi réussi parce qu'ils ont une vision. Et surtout, ils ont su projeter leur entreprise dans cette vision. Et ce que réussit Amazon, d'ailleurs, il y a toute une partie, tout un moment de développement d'Amazon où il a sidéré ses concurrents. Oui. Les gens étaient lapin pris dans les phares, c'est-à-dire, il y a Amazon, il faut qu'on arrête. En fait, on ne se pose même plus la question d'évoluer puisqu'il y a Amazon qui le fait. Et en gros, il a réussi ça. C'est-à-dire cette idée de, je me projette à 20 ou 30 ans, je vais vous montrer ce que sera la distribution dans 20 ans et je vais la fabriquer. Ouais. Et c'est ce qu'il fait tous les jours. Ouais. Et donc, le titre, quand je dis main basse sur le futur, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est approprié le futur. Si vous regardez, maintenant, aujourd'hui, la distribution, elle est en train de converger vers ce que la vision de Jeff Bezos sur la distribution, sur sa façon à lui d'inventer le commerce. Oui. Alors, par plein d'aspects, il a raison. Vous racontez très bien. Et moi, je me souviens du moment, le premier jour où il parle des drones. Et je me souviens de l'éclat de rire général de l'ensemble des experts des drones, experts du monde aérien, experts du commerce. Ce Jeff Bezos, je me rappelle. Tu parles. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 8 ans. C'était 2013. Et voilà. C'était février 2013. C'est ça une vision. Et maintenant, ça ne fait de doute pour personne qu'un jour ça arrivera. Oui, enfin, ça a commencé d'ailleurs. Ça a commencé aux États-Unis, ça a commencé en Australie, ça a commencé en Norvège. Donc, il y a déjà énormément de clients qui sont distribués par des drones. Ça a déjà commencé. Je ne parle pas des voitures autonomes, je ne parle pas de toutes ces choses-là. Mais en fait, la raison d'être de ce bouquin, c'est qu'au départ, moi, je n'avais pas l'intention d'écrire un livre. Je suis allé voir Amazon Go, le premier magasin Amazon Go à Seattle. Je suis revenu et puis on s'est dit bon super, on va faire un beau reportage sur un magasin, mais qu'est-ce qu'il y a à creuser? Et un journaliste du USA Today en fait a montré les brevets d'Amazon sur le magasin sans caisse. Alors voilà. Et donc on s'est mis à creuser. On a fait appel à un cabinet juridique en fait au sein d'Havas et on s'est mis à creuser. Et on a sorti des pages et des pages et des pages de dépôt de brevets. Et en gros qui éclaire clairement la vision de Jeff Bezos et la façon dont il est en train de révolutionner. Alors, pour le coup, j'ai appris des choses quand même dans votre bouquin. 10 000 brevets. Ouais. Je suis tombé de ma chaise. Ah non, mais c'est monstrueux. Amazon, les amis, Amazon possède 10 000, a déposé 10 000 brevets. Minimum. Parce qu'il y a toutes les filiales. Il y a plein de filiales qu'on a pas pu je ne savais pas cette histoire, quand il fait acheter en un clic, en fait, il a tous les brevets pour acheter en un clic. Bien sûr. Et personne, en fait, ne peut développer. Apple se retrouve coincé, en fait. Oui, bien sûr. Non, mais c'est fantastique. Ce qui est assez hallucinant, donc dans le livre, il y a 2 parties. Il y a une première partie où j'ai voulu montrer en fait toutes les bonnes décisions qui avaient été prises par Jeff Bezos. Des décisions courageuses. Mais vous démarrez avec le magasin sans caisse. Oui, pourquoi est-ce que c'est le truc qui vous frappe le plus? J'ai trouvé ça, si vous voulez, moi ça fait plus de 20 ans que je travaille pour les distributeurs. Grande surface alimentaire, grande surface spécialisée. Je les conseille en communication et ça fait 20 ans qu'on sait que la caisse est un point compliqué. C'est un point vraiment que les gens détestent. L'attente en caisse, et puis à l'heure où le temps est de plus en plus précieux, on supporte plus de machin. Régis Schulz disait, c'est 20% de mes surfaces, 20% de mon temps, 20% de mon chiffre d'affaires pour emmerder les gens. Ouais. J'adore cette phrase, c'est fascinant. Donc j'arrive à Seattle, je voulais voir ça. Donc j'arrive à Seattle, je télécharge l'application, je rentre mes codes, machin, c'est très simple, assez didactique et très simple. Et je passe la première fois le portique.
La première fois, on n'a pas l'habitude de sortir d'un magasin sans payer. La première fois, on serre un peu des fesses, on dit, bon, ça va sonner. En plus, le compte Amazon était au nom de ma femme. Donc, le compte, c'était Catherine, compte Amazon français. Je me suis dit, ça va pas bien se passer. Non, pas du tout. Ça passe. Nickel. Je paye. Vous recevez 2 mètres après avoir passé le portique. Vous recevez la facture. Tout ça est absolument fluide et machin. La deuxième fois, vous trouvez ça cool quand même, c'est pas mal, quoi. Vous sortez, machin. Troisième fois, et la quatrième fois, il y a un truc qui se passe dans le cerveau. Et alors, je le dis à tous les distributeurs, mais vraiment, hein, la quatrième fois, le magasin d'après, vous ne comprenez plus qu'il faille s'arrêter pour payer une caisse. Non, mais c'est un truc. J'ai vécu cette image où je me voyais faire exploser la caisse. Il a zéro rentabilité avec ça. Il perd du pognon à jet continu, tellement c'est complexe avec Amazon Go. On est d'accord aujourd'hui. Bien sûr, mais c'est des magasins qui coûtent. Enfin, voir la techno. Les yeux de la tête. La techno, il y a 5 ou 6 technos cumulés à l'intérieur du magasin, donc c'est monstrueux. Mais néanmoins, c'est l'avenir. Ah, clairement. Parce qu'il va falloir qu'il le rentabilise à un moment, son magasin, quand même, là. Ça veut dire qu'il va le rentabiliser dans les prix. Non, mais clairement, c'est un truc de fou. Franchement, à vivre, c'est un truc de fou. Ça veut dire que le consommateur auquel il s'adresse, parce que c'est des petites surfaces, donc on imagine que c'est dans des centres-villes, oui. Finalement, ça lui importera pas beaucoup plus de payer son sandwich 1 € de plus, si jamais, comme vous le décrivez, vous décrivez un gars en roller qui s'arrête même pas. Oui, bien sûr. Vous l'avez vraiment vu, celui-là? Ça a duré 1 minute. Parce qu'en fait, le portique, quand vous avez franchi le portique, vous avez 2 mètres à faire, et vous avez toutes les salades, tous les produits frais en fait qui sont en face de vous. Donc en gros tout est fait pour qu'en 30 secondes vous puissiez faire vos courses et repartir. Donc tout est fait pour aller très vite. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on vous félicite. Il y a un truc qui m'a marqué, moi, c'est que vous sortez du magasin et on vous envoie une notification, ils disent bravo, vous avez fait vos courses en 5 minutes. Bon. Donc il y a une espèce de voilà. 10 000 brevets, c'est le premier truc que j'ai appris. Le deuxième, en fait, c'est au moment de la genèse, et ça c'est très intéressant. C'est que donc au départ, tout le monde sait que c'est une librairie, mais en fait, ce qui va vraiment faire décoller la librairie, ce sont les livres rares. Ouais. D'ailleurs, c'est totalement contre-intuitif avec ce qu'Amazon est devenu. Tout à fait. Tout à fait. En fait, ça, c'est un peu le marché qu'il a voulu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une offre aussi puissante et aussi forte et aussi large et aussi profonde dans le livre. Il s'est aperçu assez rapidement que le livre était une cible assez facile, puisqu'il a commandé des livres sur des sites e-commerce, donc c'était Barnes & Noble à l'époque, et le pli est arrivé tout abîmé, le livre était abîmé, il s'est dit, bon, en fait, il y a un business à faire, parce qu'ils ont pas tout compris. Donc, il est arrivé là-dedans, et il s'est dit, c'est effectivement une cible, la catégorie du livre était une cible assez maligne. Et d'ailleurs, il a eu raison, puisque finalement, c'est une façon de faire du e-commerce, dans un univers où les concurrents sont pas si puissants que ça, et donc, il a pris assez rapidement une place absolument phénoménal. Et surtout auprès des universitaires, des professeurs, des chercheurs, qui grâce à lui ont trouvé des bouquins qui étaient assez rares, effectivement. Ce qui tout de suite lui a donné cette idée qu'il fallait en fait une œuvre très très large. Ouais. Et une offre très très large, ça vous amène tout de suite dans le défi logistique, en fait. Exactement. Et notamment ce qu'on appelle le long train, c'est-à-dire énormément de références, mais en petite quantité. Ouais. Voilà. Et c'est le succès. Alors, moi, ce que j'essaie d'expliquer souvent, c'est que Jeff Bezos, avant tout, c'est un logisticien. C'est-à-dire que toute la première partie de la création d'Amazon, c'est uniquement de l'entrepôt. D'ailleurs, il porte au nu un gars qui un jour a eu l'idée de dire à Noël, faut arrêter de faire les paquets cadeaux par terre, on va acheter des vieilles portes pourries, on va les mettre sur des tréteaux et on va faire les paquets cadeaux comme ça. Et il a trouvé ça absolument fantastique. Donc, il est dans des idées comme ça, extrêmement simples, extrêmement basiques, qui vont changer au fur et à mesure son modèle. Je reprends la phrase de ce que tu disais au début, parce que je la cherchais. Un point de vue vaut 30 points de QI. Ouais. C'est ça, en fait, le truc. Ah oui, voilà. Même en management, il est assez impressionnant. Oui, mais c'est la vision. Un point de vue vaut 30 points de QI. C'est ça, tout à fait. Ça, le syndrome de Et cette histoire du missionnaire contre le mercenaire, là. Ouais. Parce que ça aussi, c'est une vision. C'est-à-dire qu'en gros, il est... Vas-y, mais je te laisse. Il est très... comment dire? Comment expliquer ça? Alors, bon, moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai pas rencontré encore. Hein. J'aimerais bien le faire. Voilà. J'ai envoyé mon bouquin. J'ai envoyé mon bouquin. Je sais qu'il a reçu. Mais il y a cette idée quand même de quelqu'un de très engagé. En fait, il veut des collaborateurs avec lui qui sont très engagés et qui aient une vision et qui portent cette vision. Voilà, C'est-à-dire qu'il est obsédé par la vision. Après, ce qui est bluffant, mais bon, c'est un ingénieur informaticien. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le savoir-faire. Et derrière, après, il faut construire les idées qu'il imagine. Bon, qu'est-ce que j'avais encore noté? Ah oui, le meilleur service client, c'est celui que le client n'appelle pas.
Ouais, ça Alors, je aussi, sais pas, il y a comme ça des espèces de... Il y a le petit livre rouge, on va dire, hein, des maximes de Jeff Bezos, il y a des phrases comme ça qui sont fantastiques. Mais c'est le modèle Amazon. D'ailleurs, ce qui me donne pas mal d'espoir pour la distribution en général, c'est que la distribution qui sera capable de continuer à mettre des gens en face des clients aura toujours un avenir en face d'Amazon, parce que le but d'Amazon, c'est d'avoir un système qui fonctionne. Certainement pas de mettre des gens en face du client. Oui, parce qu'il n'a que, et ça aussi j'étais surpris du chiffre, 310 millions de clients dans le monde. Alors ça, c'est... Oui. C'est pas... C'est pas mal. Ouais, enfin, Facebook, c'est 2 milliards, tu vois. Je pensais franchement que c'était plus. Facebook, c'est pas des clients encore. 310 millions de clients dans le monde, dont combien 100 millions d'abonnés Prime. 150 aujourd'hui. 150 millions d'abonnés Prime. Voilà. Et c'est ça, le Prime, c'est le deuxième effet qui a été Prime, c'est le deuxième effet du succès, en fait. Ouais, c'est-à-dire que Prime, on le voit d'ailleurs, c'est-à-dire que vous doublez quasiment le ticket moyen dépensé annuellement par un Américain grâce au programme Prime. Ouais. C'est-à-dire que vous rentrez dans l'écosystème avec Prime, le contenu qui est offert, tout ça participe finalement à cultiver le client et à le développer. Bon alors, moi je lis le bouquin de Vincent, et surtout, au départ, on feuillette, on regarde, etc. Je dis, waouh, les failles d'Amazon. Génial. Ouais. Les failles d'Amazon. J'ai cherché, ouais. Eh ben ouais, mais tu les as pas vraiment trouvées, en fait. Tu dis, malheureusement pour toi, c'est quand tu étais en train d'écrire le bouquin, il pourrait céder sa place. Ouais. Oui, voilà, c'est fait. Ouais, c'est fait. A priori, la planète tourne toujours dans le même sens. Ouais, et Amazon tourne toujours dans le même sens. Ce que je dis dans le bouquin, c'est que même s'il part, ça va tourner encore un moment sans lui, ça, clairement. Clairement. Ça va tourner un moment avec lui, tu veux dire? Non, sans lui. C'est-à-dire que même le jour où il va s'arrêter, il y a une culture Amazon qui est extrêmement forte. Mais oui. Et puis, il a des dépôts de brevets. Il est sur une inertie à 15-20 ans. Mais tu penses qu'il a fragilisé Amazon, là, en partant quand même? Non, parce qu'il est parti au bon moment. Au moment où quasiment l'action est au maximum. Elle est à 3 000 $ l'action. Ce qui est absolument incroyable. Il faut savoir que quand j'ai commencé à travailler sur le bouquin, elle était à 1 000 $. J'ai pas acheté d'action. Oui, mais ça, puis c'est des flux boursiers, c'est jamais... Ah non. Elle était à 1 000 $, elle est montée crescendo, tranquille, oui. Jusqu'à 3 000. Et là, ça fait depuis quelques temps qu'elle est entre 2009 et 3 000. À un moment, tu as un effet moutonnier des marchés qui sont pas forcément corrélés, tu vois, avec le génie de... Enfin, moi, des analystes financiers qui disent qu'elle pourrait monter à 4 000, 5 000 $. Mais non, mais les analystes financiers, ils disent ça une fois que... Tu comprends, c'est ça le problème, ils courent derrière... Oui, enfin, disons qu'elle court derrière la victoire, les analystes financiers. Elle était déjà... Bon, mais attends, parce que dans les failles, la seule que tu trouves, en fait, vraiment, c'est la pression sociale, en fait. Il y en a une autre depuis. Alors vas-y. Il y en a une autre. Alors, qui n'est pas écrite dans le bouquin, alors? Non, parce que... Ah bah merde. Non, alors Donc tu dis la pression sociale, et ça on le vit. C'est-à-dire qu'à un moment, ça va devenir le grand méchant. Et ça, c'est pas possible quand vous faites du commerce. Ouais, je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué pour lui. Même si les choses peuvent s'arranger, ça va quand même devenir très compliqué parce que il incarne un truc qui est cette espèce de débauche du e-commerce avec notamment les problèmes d'RSE, de gaspillage, etc. Ça, c'est assez compliqué pour le gérer. Alors, ils se sont engagés, ils ont mis des fonds, ils ont prévu de décarboner. Tu sais, ce qui doit en partie être faux d'ailleurs, hein, parce que, enfin, à chaque fois, moi, c'est tu l'as dit toi-même, le génie logistique d'Amazon, par rapport à moi allant faire mes courses et passant dans une dizaine de magasins, je pense que je bouffe plus de carbone que... Ouais. Enfin bon, voilà. Oui, non, mais ça fait partie des... Je sais, ça fait partie des... Bon, c'est un dossier de la FEVAD là-dessus qui est très intéressant d'ailleurs. Mais il y a un sujet là qui est très intéressant, c'est-à-dire que j'ai écrit un papier il n'y a pas longtemps là-dessus. Vous avez toute une première phase qui a été le développement d'Amazon sur le non-alimentaire. Ça a commencé par le livre et puis la propagation à tous les secteurs. Bon. Et finalement... La sidération des distributeurs, la difficulté à se réorganiser pour bien comprendre le modèle Amazon, tout ça a fait que Amazon s'est développé assez facilement. Là, il y a un deuxième sujet qu'ils sont en train d'attaquer, qui est la distribution alimentaire, qui est quand même le cœur du moteur d'énormément de gros distributeurs en France et en Europe. Et surtout, c'est un autre défi. C'est-à-dire que finalement, le défi logistique du non-alimentaire n'est pas celui de l'alimentaire, d'accord ? L'alimentaire, c'est une distribution du quotidien, de la qualité produit, du sourcing. Donc il y a des enjeux là-dedans qui sont... Et puis il y a des boîtes qui sont... entre guillemets, beaucoup plus solides que le pure player du livre ou que le pure player même de la télévision. Finalement, c'était des gens relativement fragiles. Là, on touche à un marché qui est absolument monstrueux, l'alimentaire, qui est quotidien, qui pèse très très lourd, et des acteurs qui sont quand même organisés avec un maillage national. Et alors, ce qu'on a fait là, nous, récemment, avec mon équipe, c'est qu'on a regardé la résilience de Walmart. Ce qui est génial avec Walmart, c'est qu'on voit que très vieux modèle,
très vieux modèle, un modèle discount, de proximité avec les Américains. Alors, le contrat qui a été passé entre Walmart et ses clients n'a jamais été rompu. Ils se sont toujours engagés sur les prix les plus bas, sur une espèce de responsabilité vis-à-vis d'eux. Vous savez, c'est save money, quoi. C'est comment, chez nous, vous allez économiser de la monnaie pour live better, pour mieux vivre. Et en fait, on constate aujourd'hui que Amazon est en train de continuer à croître. On est à 380 milliards de dollars. Enfin, c'est juste colossal. Hein. Walmart, c'est 550. Donc, on peut se dire que le gap est pas si énorme. Pour autant, Walmart continue à croître. Les investissements qui ont été faits dans le numérique par Walmart sont en train de payer. Ils ont mis en place Walmart Plus, qui est un programme de fidélisation qui fonctionne, qui propose notamment aux Américains des réductions sur l'essence. Ce que ne peut pas promettre aujourd'hui Amazon. Et on voit qu'ils s'en sortent plutôt pas trop mal. Et dans la guerre, quartier par quartier... Grâce à l'alimentaire. Exactement. Absolument. Mais un alimentaire rénové, vous savez, Absolument. c'est cette citation qui dit que pour que rien ne change, il faut que tout change. Vous savez, c'est la fameuse phrase sur la cavalerie. La cavalerie qui était au départ quelques cavaliers à cheval, c'est devenu des tanks. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on voit que c'est pour ça qu'il a racheté Whole Foods. C'est-à-dire, il est conscient de ça lui-même, que l'alimentaire est un truc. Mais c'est vrai que tu l'as constaté. Il se trouve que Rodolphe Bonas, par exemple, qui est venu, Seacom, etc., qui a visité Whole Foods récemment, dit il n'y a pas d'effet Amazon. Je ne vois rien de différent. Non, pas sur Whole Foods. Pas d'effet Amazon, effectivement. Non. Donc c'est là. Non, mais Whole Foods, en fait, de mon point de vue, Whole Foods, c'est la supply chain. C'est le sourcing alimentaire. Oui, mais c'est parce qu'il est parfaitement conscient que c'est une faiblesse, effectivement, si l'alimentaire... Il va falloir qu'il s'occupe et qu'il se gère, entre guillemets, qu'il puisse fournir ses magasins pour... D'accord, mais ça veut dire qu'il faut que ceux qui sont effectivement les distributeurs alimentaires et qui ont aujourd'hui une clientèle captive, pour pouvoir s'en servir comme d'un levier, il va falloir qu'ils fassent les investissements que Walmart a fait, justement. En livraison. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Pas seulement en livraison, en tout. En numérique, bien sûr, parce que Walmart a décidé aussi de se battre sur le non-alimentaire. Bien sûr. Hallucinant. Mais surtout, on le voit aujourd'hui, Walmart est en train de tester de nouveaux magasins. Alors, c'est marrant. Il nous reste 50 secondes. J'ai fait comme Amazon, je suis allé chercher les dépôts de brevets de Walmart. C'est très intéressant parce qu'ils ont déposé les brevets de magasins, des magasins entrepôts, où tout le toit, en fait, est plein de produits qui descendent, avec toute une logistique derrière, des drones, des voitures autonomes, et des gens aujourd'hui qui vont livrer jusque dans le frigo des clients. Voilà pourquoi il fallait laisser Couche-Tard faire un accord avec Carrefour. Hein. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'était une opportunité pour Carrefour, clairement. Pour grossir et pour avoir une capacité d'investissement. Mais oui, mais c'est ça le truc. Pour justement que ce soit pas main basse sur le futur. Voilà. Bon, merci Vincent. Merci à vous. Encore une fois, le titre est un peu trompeur. Ça n'a rien d'un pamphlet et c'est... il faut vendre, c'est ça, c'est le marketing. Un peu, ouais. Et c'est très très clair. Les amis, on se retrouve demain sur Bismart. Bonne soirée à vous. Merci.